Avez-vous déjà essayé de sortir dehors par moins 30 degrés avec un pantalon fin et moulant et une veste en drap à col ouvert? Et maintenant, imaginez que vous ne devez pas seulement courir jusqu'au magasin le plus proche, mais parcourir des milliers de kilomètres à pied, dormir sur la terre gelée, traîner votre équipement et en même temps mener des opérations de combat actives. On nous a menti toute notre vie sur les événements de la guerre de 1812. Les manuels scolaires et les historiens officiels nous racontent des fables selon lesquelles Napoléon Bonaparte, le plus grand stratège de son temps, aurait soi-disant simplement oublié de regarder le calendrier et n'aurait pas tenu compte de la rigueur de l'hiver russe. Croyez-vous vraiment que le génie de la tactique, qui a conquis toute l'Europe, ait été assez stupide pour envoyer une armée de 600 000 hommes dans un enfer de glace en uniforme de parade d'été? Cela ressemble à un délire de fou, mais c'est précisément cette version qu'on nous vend comme la vérité absolue. Regardez attentivement les tableaux de l'époque, les gravures des participants aux événements, les pièces de musée. Que voyons-nous? Nous voyons l'absurdité. Nous voyons un théâtre de l'absurde, où les acteurs ont oublié de se changer. Les soldats des deux armées, française et russe, ont l'air de s'être préparés pour une promenade légère sur les Champs-Élysées par une belle journée de mai, et non pour une bataille mortelle dans les neiges de Russie. Mettons de côté les émotions et faisons appel à la logique froide et à la physique. Le corps humain est une machine biologique qui nécessite le maintien d'une certaine température pour fonctionner. À une température de moins 20 ou 30 degrés, dont nous parlent les rapports historiques, la déperdition de chaleur avec les vêtements que portaient les soldats entraîne une hypothermie en quelques heures. Les culottes de peau. Réfléchissez à ce mot. Un pantalon étroit et moulant, en peau d'élan ou en drap épais, qui était enfilé serré, souvent même mouillé, afin de sécher directement sur le corps et d'épouser parfaitement la forme des jambes. C'est une mode pour les parquets des palais, pour les bals, pour parader devant les dames. Ce n'est pas un vêtement de guerre. Il est physiquement impossible de le porter par temps de gel. Le cuir par temps de gel, durci, devient une carapace glacée qui extrait la dernière chaleur des muscles. Le drap, une fois mouillé par la neige, se transforme en croûte de glace. Pourtant, il n'avait pas de sous-vêtements thermiques, pas de ouate synthétique, pas de tissu à membrane. L'histoire officielle nous dit: eh bien, c'était la mode de l'époque. La beauté exigeait des sacrifices. Des sacrifices de centaines de milliers de vies? Vous êtes sérieux? N'est-ce pas que ni Koutouzov ni Napoléon n'ont eu l'idée de faire confectionner à leurs soldats des manteaux en peau de mouton, des bottes de feutre, des chapeaux de fourrure? Pourquoi sur tous les portraits d'apparat, les généraux se piennent-ils en uniforme avec le col ouvert, sans écharpe, avec des gants fins ou même sans? La réponse que l'on nous cache choque par sa simplicité et son horreur à la fois. Ils n'étaient pas idiots. Ils étaient habillés en fonction de la météo. Seulement, la météo était complètement différente. Nous sommes au seuil d'une formidable révélation concernant une catastrophe climatique qui s'est produite très récemment à l'échelle historique. Jetez un œil à l'uniforme. Les shakos, ces hauts couvre-chefs en cuir et carton. Ils protègent des coups de sabre, certes, mais ils sont absolument inutiles contre le froid. Les oreilles sont découvertes, la nuque est découverte. Rappelez-vous l'hiver russe. La première chose que vous faites, c'est de couvrir vos oreilles et votre cou. Et ici, des centaines de milliers de personnes marchent le cou à découvert. Des sacs à dos en cuir de veau, des baudriers blancs qu'il fallait constamment blanchir à la craie. Dans les conditions d'une campagne hivernale, de boue et de suie, il est impossible de les maintenir propres. Mais sur les tableaux, nous voyons que cet uniforme est conservé jusqu'à la fin. Pourquoi les historiens gardent-ils le silence sur le fait qu'une telle tenue vestimentaire convient parfaitement au climat de l'Italie moderne ou du sud de la France, mais absolument pas à la route de Smolensk en novembre ou décembre? Il existe une version qui fait trembler les mains des universitaires. La guerre de 1812 s'est déroulée dans des conditions climatiques complètement différentes. Ce fut une guerre dans les subtropiques. Ou, ce qui est encore plus terrifiant,
L'impact climatique s'est produit en plein milieu de la campagne. Imaginez, vous partez en campagne en septembre, quand il fait plus 25 degrés dehors, les jardins sont en fleurs, et vous comptez sur un automne doux. Et soudain, du jour au lendemain, la température chute à -30. Non pas progressivement, non pas en un mois, mais en quelques jours ou heures seulement. Cela explique tout. Cela explique pourquoi la Grande Armée, parfaitement équipée et disciplinée, s'est transformée en une foule de locteux gelés. Ils n'avaient pas oublié de vêtements chauds. Ils n'en avaient pas besoin dans le monde où ils avaient commencé la guerre. Le monde a changé instantanément. Une catastrophe d'ampleur planétaire, dont toutes les mentions ont été effacées, ne nous laissant que des contes ridicules sur le général hiver. Mais allons encore plus loin. Et y a-t-il eu un hiver, au sens où nous l'entendons habituellement? Regardez l'architecture de l'époque. D'immenses fenêtres dans les palais, l'absence de sas, des portes gigantesques. À Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans les domaines. Comment comptez-vous chauffer des pièces avec des plafonds de 5 mètres et des fenêtres couvrant tout un mur avec des poêles à bois par un froid glacial? La thermophysique nous dit « c'est impossible. Vous ne ferez que chauffer la rue ». Donc, le climat était doux, chaud, sans températures négatives extrêmes. Et l'uniforme des soldats correspondait parfaitement à ce climat. Les fines tuniques de drap, les culottes de peau, les bottines, c'est un vêtement pour une température non inférieure à 10 degrés Celsius. Tout ce qui est en dessous, c'est un arrêt de mort pour une armée en campagne. Mais les historiens continuent de nous rabâcher le rude hiver de 1812. Où est la logique? Si les hivers avaient toujours été si rudes, alors, au cours des siècles d'évolution de l'uniforme militaire, il aurait dû ressembler à l'équipement des peuples de l'extrême nord. Nous aurions dû voir des armées en malitsa, en pantalons de fourrure, en hunti. Mais nous voyons des dandys européens qui ont, pour une raison quelconque, décidé de faire la guerre dans des congères jusqu'à la taille. Ici se cache une monstrueuse substitution de concepts. Soit les dates de la guerre sont décalées et elle s'est déroulée en été, et on nous parle de l'hiver pour masquer le fait qu'il n'y avait pas d'hiver du tout à l'époque. Soit une catastrophe climatique, le soi-disant petit âge glaciaire, ou l'année sans été, est survenue précisément à ce moment-là, comme résultat de l'utilisation d'une arme inconnue de nous ou d'un événement cosmique. Pensez à la logistique. Les chevaux. La cavalerie, c'est la force de frappe de l'époque. La cavalerie française comptait des dizaines de milliers de têtes. Comment nourrir les chevaux en hiver, quand tout est recouvert de neige? Avec de l'avoine qu'il faut transporter? Un cheval mange une énorme quantité de fourrage par jour. Un convoi de foin devrait être plusieurs fois plus grand que l'armée elle-même. Où sont ces convois sur les tableaux? Ils n'y sont pas. Les chevaux broutent l'herbe. Quelle herbe en décembre près de Moscou? On nous dit « ils arrachaient les toits des maisons, les nourrissaient de paille ». C'est absurde. Sur des toits de chaume, un cheval de guerre ne tiendra pas longtemps. Il périra en une semaine. Or, ils ont combattu pendant des mois. Donc, il y avait de l'herbe. Donc, il n'y avait pas de neige. Donc, toute l'histoire de la campagne d'hiver est une invention tardive, visant à masquer quelque chose de bien plus terrible que le simple gel. Nous arrivons au plus intéressant. Si le climat était différent, pourquoi a-t-il changé? Et pourquoi, précisément durant cette période, la population de la Terre, à en juger par des indices indirects, a-t-elle brusquement diminué? Nous voyons des villes vides sur les gravures du début du XIXe siècle. Piranèse dessine des ruines envahies par la végétation, au milieu desquelles errent de rares individus en haillons. Ce ne sont pas de simples fantaisies d'artistes. C'est une documentation du post-apocalypse. Et c'est dans ce décor d'un monde détruit, mais encore chaud, que s'affrontent deux armées. Ils sont vêtus légèrement, parce qu'hier encore il faisait chaud ici. Mais soudain, les cieux se sont ouverts. Qu'est-ce que c'était? La chute d'une comète? Le passage de Nibiru? Ou l'utilisation de technologies que nous avons oubliées? Des technologies capables de changer le climat.
de geler des régions entières. Le général hiver n'est pas une métaphore. C'est le nom de code d'une arme climatique ou d'un cataclysme naturel qui a détruit la Grande Armée et par la même occasion a effacé de la surface de la Terre la civilisation antique, dont nous appelons aujourd'hui les vestiges le style empire. Prenons le microscope de la logique et examinons des détails apparemment insignifiants qui, à y regarder de plus près, détruisent tout le fondement de l'histoire officielle de la guerre de 1812. Nous nous sommes arrêtés sur les vêtements, mais approfondissons la physiologie et la science des matériaux. Les culottes de peau, ces fameux pantalons moulants légendaires, étaient faites de peau d'élan ou de cerf tanné. Connaissez-vous la conductivité thermique du cuir? Elle est abominable comme isolant, mais excellente comme conducteur de la température ambiante si elle est tendue à même le corps. Par moins 30 degrés, une telle seconde peau agit comme une compresse de glace. Elle comprime les capillaires, perturbe la circulation sanguine. Tout alpiniste ou explorateur polaire moderne vous dira que la règle principale de survie par temps froid est la superposition et la couche d'air. Les soldats de Napoléon et d'Alexandre Ier n'avaient aucune couche d'air. Ils étaient emballés sous vide, dans du drap et du cuir. Du point de vue médical, une mort massive due à la nécrose des tissus des jambes aurait dû survenir après 3 jours de marche. Pas après 1 mois, mais après 3 jours. L'armée aurait dû se transformer en un demi-million d'invalides sans jambes avant même d'atteindre Smolensk, si l'on en croit les bulletins météorologiques officiels. Mais ils marchent, courent, galopent et même dansent lors des balles. Et maintenant, regardez les chaussures. Ce ne sont pas de simples bottes, ce sont des bottines à semelles fines, souvent cloutées de métal. Le métal est un pont thermique. Par grand froid, les clous de la semelle gèlent instantanément, transmettant le froid aux pieds. C'est une enjure garantie des orteils. Mais on nous dit que les Français, les Italiens, les Espagnols, des peuples du Sud, génétiquement inadaptés au froid, ont héroïquement enduré. C'est un mensonge. La physiologie ne peut pas être convaincue par le patriotisme. Si l'organisme est en hypothermie, il s'éteint. La conclusion s'impose d'elle-même. Ils marchaient sur une terre chaude et sèche. Et c'est pourquoi leurs chaussures avaient une semelle fine, pour que le pied n'ait pas chaud. Toute la conception de l'uniforme militaire du début du XIXe siècle est un hymne à la ventilation et non à l'isolation thermique. Les hauts cols montants ne ferment pas hermétiquement la gorge, ils laissent un espace. Les fentes sur les basques de la tunique. L'absence de moufle. Avez-vous déjà essayé de charger un fusil à silex à main nue par moins 20 degrés? Essayez de saisir une baguette métallique par temps de gel. La peau de vos doigts adhérera instantanément au métal. Vous ne pourrez la détacher qu'en arrachant la chair. Imaginez maintenant qu'il faille le faire au combat, sous le feu, toutes les 2 minutes. Des dizaines de milliers de soldats auraient dû se retrouver sans peau sur les mains après la première bataille. Pourtant, les chroniques historiques ne mentionnent pas massivement de telles blessures. Cela signifie que le métal n'était pas glacial. Cela signifie que l'air était chaud. Allons plus loin. La logistique de la chaleur. La version officielle stipule que l'armée bivouaquait, c'est-à-dire qu'elle passait la nuit à la Belle Étoile ou sous de légères tentes. 600 000 hommes. Imaginez ce chiffre. C'est la population d'un grand chef-lieu de province qui se retrouve soudainement en rase campagne en hiver. Pour réchauffer une telle masse de personnes autour de feux de camp par des températures négatives extrêmes, il faudrait brûler une quantité colossale de bois. Le calcul mathématique révèle des chiffres à faire dresser les cheveux sur la tête. Pour le maintien de la vie, non pas le confort, mais simplement la vie, une telle quantité de personnes aurait nécessité d'abattre 50 hectares de forêt chaque jour. Pendant la durée de la campagne, du Niémen à Moscou et retour, ils auraient dû laisser derrière eux une bande de terre brûlée de plusieurs dizaines de kilomètres de large, où il ne serait resté ni un seul arbre, ni un seul copeau. Pourtant, sur les tableaux de l'époque, nous voyons de magnifiques allées, des bosquets entiers sur les champs de bataille. D'où venait le bois de chauffage, messieurs les historiens?
Le transportaient-ils avec eux depuis la France? C'est absurde. La seule explication est qu'ils n'avaient pas besoin de se réchauffer autour de feux de camp 24 heures sur 24. Ils ne luttaient pas pour leur survie chaque nuit. Le climat permettait de dormir à même le sol, sous un manteau, et de ne pas se réveiller mort. Maintenant, regardons sous nos pieds. Littéralement. Un sujet indissociablement lié au climat est l'état du sol. Nous connaissons les étages enterrés un peu partout dans le monde. Des bâtiments à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Omsk et même à Paris et Rome sont enfouis de plusieurs mètres dans le sol. On nous ment à propos de la couche culturelle. Prétendument, les gens n'auraient pas nettoyé la boue des rues pendant des siècles et les maisons auraient progressivement sombré. Croyez-vous que les habitants des palais marchaient jusqu'aux genoux dans le fumier et la boue et étaient si paresseux qu'ils se contentaient de construire des étages par-dessus? Non. Ce sont les traces d'un dépôt de terre catastrophique, inondations, coulées de boue, chute de terre venue du ciel, appelez cela comme vous voulez. Et la guerre de 1812 coïncide étrangement avec cette période. Et si la neige dont parlent les mémorialistes n'était pas du tout de la neige? Et si c'était de la cendre? Ou une substance chimique blanche tombée après le cataclysme? Cela explique pourquoi cette neige ne fondait pas, pourquoi elle se comportait étrangement, pourquoi elle tuait hommes et chevaux non seulement par le froid, mais par empoisonnement. Regardez les tableaux de Vereshchagin consacrés à cette guerre. Oui, ils ont été peints plus tard, mais l'artiste avait étudié les matériaux. On y voit d'étranges congères, à travers lesquels des arbres verts apparaissent. Du feuillage vert dans la neige? Les historiens diront « fiction artistique » et nous dirons « preuve documentaire d'un changement climatique brutal ». Le moment où l'été s'est transformé en hiver en une heure. Les arbres n'ont pas eu le temps de perdre leurs feuilles. Ils ont été saisis par le gel ou recouverts d'une substance inconnue. Ce n'était pas une guerre des peuples, c'était une opération de sauvetage, ou au contraire, un nettoyage de territoire dans le contexte d'une catastrophe mondiale. Peut-être que les armées de Napoléon et de Koutouzov ne se sont pas du tout affrontées au sens où on nous le présente. Peut-être qu'elles ont conjointement tenté de se sauver ou de prendre le contrôle des ressources restantes après l'effondrement de l'Ancien Monde. Et les batailles, ce sont des escarmouches pour la nourriture et les abris, dans un monde rendu fou par la terreur. Souvenez-vous de l'incendie de Moscou. On nous dit « les Russes ont eux-mêmes incendié leur ancienne capitale pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. » Et Napoléon était assis au Kremlin, regardant le feu. Mais permettez-moi, les bâtiments en pierre ne brûlent pas au point de faire fondre les briques. Or, à Moscou, il existe des preuves de la fusion de la pierre. La température de combustion lors d'un incendie ordinaire n'atteint pas de telles valeurs. Cela ressemble à une frappe ciblée avec une arme de haute technologie. Et cette frappe pourrait avoir été le déclencheur d'un changement climatique. Un hiver nucléaire. Un terme du XXe siècle, mais un phénomène peut-être du XIXe. Le rejet d'énormes quantités de suie et de poussière dans l'atmosphère a masqué le soleil. La température a chuté. Et c'est alors que les légères culottes de peau et les beaux shakos sont devenus un piège mortel. Les armées sont entrées dans une région florissante et se sont retrouvées dans un désert de glace. Ils n'étaient pas des imbéciles n'ayant pas pris de fourrure. Ils étaient les victimes d'un cas de force majeure à l'échelle planétaire. Et un autre fait qui donne à réfléchir. Où sont les fosses communes de centaines de milliers de soldats? Selon les chiffres officiels, plus d'1 demi-million de personnes sont mortes. Où sont leurs os? Les champs près de Borodino devraient être jonchés de squelettes. Les archéologues trouvent des boutons, des boucles, des boulets. Mais où sont les squelettes? Ils sont insignifiants en nombre. Où est passée la biomasse d'1 demi-million de corps? S'ils ont gelé,
Ils auraient dû rester là jusqu'au printemps. Ils auraient dû être enterrés dans d'immenses fosses communes. Ces tombes n'existent pas en quantité correspondant aux pertes. Cela ne peut signifier qu'une chose. Soit que le nombre d'armées est surestimé des dizaines de fois et que toute la guerre n'est qu'une escarmouche locale, gonflée par la propagande jusqu'à des proportions épiques, soit les corps ont été détruits par autre chose. Pulvérisés, brûlés dans des flammes dont la température réduit les os en cendres, ou peut-être emportés par ce même torrent de boue qui a enseveli les rez-de-chaussée des bâtiments à travers toute l'Eurasie. Nous arrivons à une pensée effrayante. L'histoire de 1812 est un paravent. Un beau paravent héroïque, avec des hussards et des empereurs, peint par-dessus le tableau terrifiant de la mort d'une civilisation. On nous parle de tactique et de stratégie pour que nous ne posions pas de questions sur le climat et les technologies. Pourquoi les uniformes de l'époque ressemblent-ils tant aux armures antiques, mais faites de tissu? Les épaulettes, rappelant les spalières, les cuirasses, les casques à crête. C'est un culte du cargo, une imitation des anciennes technologies de protection dont le sens a été perdu. Ils portaient un uniforme qui copiait les costumes de protection du passé, mais n'en possédait plus les propriétés. Et quand le vrai gel a frappé, artificiel ou naturel, cette supercherie n'a pas sauvé. Détachons-nous un instant du climat et observons les participants à ce spectacle mortel. Avez-vous déjà placé côte à côte des images d'un soldat russe et d'un soldat français de 1812 ? Ôtez les couleurs des uniformes, oubliez les drapeaux. Que voyez-vous ? Vous voyez des jumeaux, une coupe identique, des shakos identiques, des épaulettes identiques, des sacs à dos identiques, des armes identiques. On nous dit que la mode était ainsi, pan-européenne. Mais permettez-moi, en temps de guerre, lorsque la survie d'une nation est en jeu, personne ne pense à la mode. On pense aux distinctions amis-ennemis. Dans la fumée de la bataille, dans le chaos du corps à corps, comment distinguerez-vous votre soldat en uniforme bleu de l'ennemi en vert foncé, s'ils sont tous deux couverts de boue, de suie et de sang? Les silhouettes sont identiques. Cela contredit toutes les lois de la psychologie et de la tactique militaire. La seule explication logique de cette uniformisation effrayante, ce n'était pas une guerre entre différents États. C'était une guerre civile au sein d'un seul empire global. Un empire qui couvrait toute l'Europe et une partie de l'Asie. Le style empire qui dominait alors n'est pas appelé impérial sans raison. C'était le style d'une civilisation antique unie, qui vivait ses derniers jours avant d'être effacée de la surface de la terre et son histoire réécrite, divisant un peuple uni en nations belligérantes. Jetez un œil aux cartes de l'époque. D'étranges incohérences de frontières, des noms de villes qui ont disparu, des rivières qui ne coulent pas là où elles devraient, et surtout, le but de la campagne de Napoléon. Pourquoi est-il allé à Moscou ? La capitale de l'Empire russe était Saint-Pétersbourg. Là se trouvait le tsar. Là était la cour. Là se trouvaient les ministères, le trésor, la flotte. Tout stratège souhaitant vaincre un pays frappe à la tête, à la capitale. Une attaque sur Saint-Pétersbourg aurait été mortelle et rapide. De la frontière à Saint-Pétersbourg, le chemin est plus court, les routes sont meilleures, l'approvisionnement par mer est plus simple. Mais Napoléon, ce soi-disant génie, déploie une armada et s'enfonce dans le continent, vers la vieille capitale, qui selon la version officielle, était une grande ville marchande, majoritairement en bois. Où est la logique ? Il n'y a pas de logique si l'on en croit les manuels. Mais tout prend son sens si nous admettons l'existence de la Grande Tartarie. Moscou n'était pas seulement une ville. Elle était un avant-poste frontalier,
ou même la capitale de cette autre Russie, la Tartarie moscovite, dont il nous est interdit de connaître l'existence. Napoléon et Alexandre Ier auraient pu ne pas être des ennemis, mais des alliés. L'armée unie de l'Europe et de Saint-Pétersbourg pro-occidental marchait pour écraser l'Est. Elle allait détruire les vestiges de l'ancienne civilisation de la Horde, au bon sens du mot « horde » comme « ordre ». Et c'est là qu'interviennent le climat et ce fameux gel. Les défenseurs de la Tartarie auraient-ils utilisé une arme du jugement dernier? Ou la nature elle-même s'est-elle rebellée contre cette invasion? Revenons à la physique de la survie. Nous avons parlé des calories. Un soldat en campagne dépense de 4 à 5 000 calories par jour. Partant de gel, ce chiffre passe à 6 ou 7 000, car le corps dépense une énergie colossale pour se réchauffer. De quoi nourrissait-on les soldats? De biscottes, de bouillie, parfois de viande. Pour obtenir 6 000 calories à partir de biscottes, il faudrait en manger plusieurs kilogrammes. C'est physiquement impossible à digérer en marche. Il n'avait pas de barre énergétique, ni de suppléments nutritionnels sportifs. Dans les conditions de froid hivernal et de maigres rations décrites dans les mémoires, l'armée aurait dû périr d'épuisement par la faim, dystrophie alimentaire, en 2 semaines. Non pas par les balles, mais parce que les cœurs des soldats se seraient simplement arrêtés par manque d'énergie. Mais ils combattaient, traînaient des canons, construisaient des ponts dans l'eau glacée. Cela signifie qu'il n'y avait pas de froid. Ou alors, l'approvisionnement était complètement différent, utilisant des technologies de conservation et de synthèse alimentaire qui ont été perdues après la catastrophe. À propos, concernant les conserves, il est officiellement admis que Nicolas Appert a inventé les conserves précisément pour l'armée de Napoléon en 1810. Verre, cuisson, herméticité. Mais une application de masse, comme on nous le dit, n'a pas été trouvée. Ou peut-être l'a-t-elle été. Peut-être voyons-nous sur les champs de bataille des millions de boîtes de conserve vides qui ont ensuite rouillé. Non. Nous voyons un étrange vide. L'infrastructure de cette guerre soulève plus de questions que de réponses. Les routes. La célèbre vieille route de Smolensk. Qu'était-ce? Une route de terre? En période de dégel, en automne et au printemps, les lourdes pièces d'artillerie ne passeraient pas sur une route de terre. Les roues s'enfonceraient jusqu'au moyeu. 600 000 hommes transformeraient n'importe quelle route en un bourbier en une seule heure de passage. Mais l'armée avançait rapidement. La vitesse de déplacement des troupes de Napoléon est phénoménale, même pour des unités motorisées du XXe siècle. Ils parcouraient d'énormes distances à pied. Cela n'est possible que dans un seul cas, si sous leurs pieds se trouvaient des routes impériales solides, de qualité, avec un revêtement dur. Ces mêmes routes de la civilisation antique, dont nous retrouvons parfois les vestiges sous des couches d'asphalte ou dans les forêts sous forme d'étranges voies pavées menant nulle part. Et maintenant, souvenez-vous des carnets d'officiers. De nombreux participants à la campagne écrivent dans leurs journaux non pas sur le gel, mais sur les pluies et la boue en décembre. En décembre, près de Moscou, des pluies? C'est une preuve directe que le climat était subtropical. Et le refroidissement brutal, ce fameux général hiver, a frappé soudainement, quand il n'y avait plus nulle part où se retirer. C'était un piège climatique. Qui l'a refermé? Des forces supérieures? Ou ceux qui contrôlaient le processus de la grande réinitialisation? Imaginez, 2 énormes armées, les meilleurs patrimoines génétiques de leur nation, rassemblés en un seul point. Le moment idéal pour éliminer d'un seul coup les individus passionnés capables de résister au nouvel ordre mondial. Ils ont été attirés au cœur du continent. Une illusion de promenade facile par temps chaud a été créée. Puis, en appuyant sur un bouton ou en lançant un processus, le chauffage a été coupé sur toute la planète. La température s'est effondrée et la plus grande armée de l'histoire s'est transformée en statue de glace.
Remarquez les effondrements démographiques. Après la guerre de 1812, la population de l'Europe et de la Russie s'est rétablie avec une lenteur suspecte. On nous parle de pertes de guerre. Mais des pertes, même d'un demi-million, ne peuvent pas stopper la croissance démographique pendant des décennies. Cela n'est possible que si ce ne sont pas un demi-million, mais des dizaines de millions qui sont morts. Si la guerre n'était qu'un épisode d'un cataclysme global qui a détruit villes et villages. Nous regardons les cartes de l'époque et voyons un réseau dense de colonies. Et sur les cartes du milieu du 19e siècle, un désert. Où s'en passaient les milliers de villages? Les Français les ont-ils brûlés? Ils n'avaient pas autant de torches et de temps. Ils avançaient sur une bande étroite. Les villages ont disparu avec leurs habitants, à cause de quelque chose qui a couvert d'énormes territoires. Et ceux qui ont survécu, c'est nous, les descendants de ces quelques-uns qui ont échappé dans les caves ou sur les hauteurs. Nous sommes une civilisation d'orphelins qui ont oublié leurs parents et ont revêtu leurs vêtements sans en comprendre la fonction. Les étrangetés continuent en médecine. Le chirurgien Larrey, médecin personnel de Napoléon, aurait pratiqué des centaines d'amputations en conditions de campagne, sans anesthésie, sans antibiotiques, par temps de gel. La survie après de telles opérations dans des conditions insalubres tend vers 0. Gangrène, septicémie, choc. Mais les rapports font état de guérisons miraculeuses. Est-ce un mensonge? Ou ignorons-nous le niveau de leur médecine? Peut-être avaient-ils des moyens de régénération ou de puissants antiseptiques dont le secret a disparu avec l'âge d'or. Et les amputations n'étaient-elles pas la conséquence de blessures par boulet, mais une tentative de sauver des gens des effets du mal des rayons ou d'une brûlure chimique? Les ulcères décrits chez les soldats ressemblent beaucoup aux conséquences d'une irradiation. Chute de cheveux, perte de dents, faiblesse. Les historiens attribuent cela au scorbut et à la mauvaise eau. Mais le scorbut ne se développe pas en quelques semaines. C'est un long processus d'avitaminose. Et là, les gens s'effondraient instantanément. Et enfin, la question la plus importante de cette partie. Pourquoi y a-t-il l'Arc de Triomphe à Paris en l'honneur des victoires de Napoléon et à Saint-Pétersbourg, la colonne d'Alexandre et des arcs en l'honneur de la victoire sur Napoléon? Et là, le triomphe. Et là, la symbolique antique. Pas de croix orthodoxe, pas de symbole chrétien sur les principaux monuments de la guerre. Seulement des aigles romains, des déesses niquées, des couronnes de laurier. Ce sont des monuments de la même culture. La victoire n'était pas celle d'un pays sur un autre, c'était la victoire d'une troisième force sur l'humanité. Ou peut-être un match arrangé, où les gens ordinaires, gelés dans leurs culottes de peau d'été au milieu d'un hiver nucléaire soudain, ont perdu. Nous célébrons une victoire, sans comprendre qu'en réalité, nous commémorons le jour d'un grand sacrifice. Vous devriez être saisis d'une profonde indignation. Non seulement on nous a trompés, mais on nous a cyniquement privés de la mémoire du passé réel. Regardez encore ces culottes de peau et ces fines tuniques. Ce n'est pas l'uniforme militaire de chef de guerre borné. Ce sont les vêtements quotidiens de personnes qui ne savaient physiquement pas ce qu'était le gel. Ils vivaient dans un monde où un été éternel permettait de porter de fines étoffes toute l'année. Toute cette brillante pacotille, les aiguillettes dorées, les hauts panaches, ce sont en fait les costumes de carnaval d'une grande civilisation disparue, que les survivants ont hâtivement adaptés pour un carnage semblant. Nous regardons les anciennes parades et pensons à la grandeur des empires, alors que nous devrions voir la tragédie d'hommes portant les haillons des dieux. Imaginez l'horreur animale d'un homme qui se réveille le matin sous les tropiques et le soir, son monde est à jamais enseveli sous la neige. Les oiseaux tombent comme des pierres gelées. L'eau se transforme en glace en plein vol.
Ce que nous appelons la guerre patriotique de 1812, ce n'est pas une confrontation stratégique entre nations. C'est une agonie. C'est la lutte de foules affolées par la peur pour les dernières miettes de nourriture dans un monde qui se refroidit à toute vitesse. Français et Russes s'entretuaient non pas pour l'empereur, mais pour une cave chaude et un sac de grains. Quant aux historiens, ces fidèles gardiens de la matrice, ils ont peigné ce chaos sanglant. Ils ont apposé de belles étiquettes sur les cadavres gelés et ont inventé une fable sur la tactique afin de dissimuler le fait d'un nettoyage territorial global. Nous sommes les descendants de ceux qui ont miraculeusement survécu à ce hachoir climatique. Nous considérons l'hiver comme la norme, mais notre corps, mourant sans vêtements en 1 heure, clame le contraire. Nous sommes une espèce tropicale, enfermée dans une prison de glace. Toute l'histoire du XIXe siècle est une tentative convulsive de s'adapter à un environnement hostile. Nous construisons d'épais murs, brûlons les entrailles de la terre, mais en regardant les hussards en pantalons moulants, nous ressentons une douleur fantôme. La mémoire d'un temps où le monde était uni, chaud et sûr. On nous a convaincus que nous avons toujours vécu dans la boue et le froid. Mais c'est un mensonge éhonté. On nous a chassés du paradis climatique, effaçant notre mémoire d'un vent glacial. Et la guerre de 12 est devenue un cruel paravent pour la grande refonte de l'humanité en un troupeau docile, uniquement préoccupé par sa survie. L'histoire est cyclique. Ce qui s'est passé il y a 200 ans peut se répéter. La préparation de nouveaux redémarrages bat son plat. On nous parle à nouveau du changement climatique, de la nécessité de réduire la consommation, des nouvelles menaces. Le scénario est le même, seuls les décors changent. Mais maintenant, nous sommes armés de savoir. Nous savons que les culottes de peau partant de gel, c'est un mensonge. Et donc, tout le reste pourrait être une illusion. Ils veulent que vous dormiez. Ils veulent que vous pensiez que l'histoire est un ensemble de dates aléatoires. Mais vous savez maintenant, l'histoire est une arme. Et la guerre de 1812 n'est pas encore terminée. Elle continue dans nos têtes. C'est une guerre pour le droit de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous avons si froid dans ce monde. Ne vous laissez pas berner de nouveau. Cherchez la vérité, même si elle effraie. Car seule la vérité peut faire fondre la glace dans laquelle notre mémoire a été enchaînée.